Merci à toutes et tous de votre présence. C'est bon, vous nous entendez bien. Enfin, vous m'entendez bien. On attendra après pour Jean-Philippe et Katie. Donc cet échange se passe dans le cadre des Mycéliades. Les Mycéliades, c'est un festival national auquel participent la bibliothèque universitaire, les médiathèques et les cinéastes. Voilà, je ne vous ai pas oublié. Ce soir, on va aborder une thématique sur les futurs en chantier. Nous allons pouvoir discuter de ce sujet avec Katie Stewart, que vous avez juste à ma gauche, psychologue clinicienne, chercheuse, écrivaine et présidente de l'association du réseau de l'Université de la Pluralité. J'ai dit ça bien comme il faut ? Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'étais pas loin. Vous avez deux livres qui sont là, donc l'Évangile selon Myriam, qui a une édition révisée, qui est le nouvel évangile de Myriam, donc qui paraît dans quelques jours. La semaine prochaine chez Mnemos, et le futur au pluriel, réparer la science-fiction. Et nous avons aussi Jean-Philippe Melchior, juste à côté, membre du labo Espace et Société, professeur d'université, vice-président délégué aux affaires sociales Le Mans Université, et professeur notamment autour des sujets du travail et des mouvements sociaux. Donc, on va parler ce soir d'effondrement, la lucidité de l'effondrement et de l'imaginaire de reconstruction, donc avec des angles universitaires et prospectifs. La première question que j'ai envie de vous poser, Katie et Jean-Philippe, c'est qu'est-ce pour vous qu'un effondrement ? Un effondrement ou l'effondrement ? Ou l'effondrement. Katie ? Je veux bien qu'il commence. Alors, l'effondrement, en fait... c'est le moment où un système, alors moi en ce qui me concerne c'est plus les systèmes sociaux et politiques qui m'intéressent, où ces systèmes en fait n'arrivent plus à gérer leurs contradictions et donc ouvrent sur des possibles qui ne sont pas forcément envisageables au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le système qui est globalement un système de type capitaliste sur le plan économique aujourd'hui déboucherait sur un après qui peut être soit un après invivable, inhabitable, catastrophique ou possiblement un après qui serait plus sympathique et qui serait notamment basé sur la rupture avec l'extractivisme, le productivisme, la pollution systématique, etc. Dans le registre du discours de ceux qu'on appelle les collapsologues, le mot collapsus, qui est un concept médical, ça veut dire effondrement. Donc le concept est nomade puisqu'il est passé de la science médicale à la science politique ou à la théorie politique depuis un certain nombre d'années. Mais je pense que j'aurai l'occasion tout à l'heure de revenir sur les différentes hypothèses qu'on peut envisager. Moi, j'ai choisi de lire un petit bout du futur au pluriel, réparer la SF, puisque j'ai un chapitre qui s'appelle Effondrement vu d'en bas et qui commence de manière un peu provocatrice sur la question d'effondrement. Donc, le récit de l'effondrement plutôt. Donc, c'est l'idée de une manière de raconter quelque chose plutôt que de dire il y a une réalité extérieure à la manière dont on va la raconter. Donc le récit d'effondrement, c'est quoi ? C'est l'histoire de l'homme blanc riche qui prend la pilule rouge et découvre brutalement, ébahi, que nous allons tous mourir, oui, même lui, au terme d'une douloureuse agonie teintée de culpabilité. Pour une fois, on ne voit pas apparaître une issue de secours réservée aux nantis, pendant que les moins bien lotis périssent dans l'indifférence. Pas de plan B, pas de planète de rechange. Ceux qui avaient l'habitude de vivre dans un contexte de croissance et de ressources illimitées apprennent soudain qu'ils vont devoir s'adapter à un monde fini. Fini dans les deux sens du mot. C'est un choc, il faut en convenir. L'argent ne suffira pas, les bonnes études n'y pourront rien, fermer les yeux ne marchera plus jamais. Alors que faire ? Pleurer ? C'est ce qu'ont d'abord fait les avant-gardistes du mouvement Collapso. Pleurer, rassembler des preuves, apportées par de nombreuses disciplines scientifiques, que l'inévitable est déjà là,
qu'au bout de l'autoroute, c'est un mur immense, qui se rapproche à toute vitesse. Et les pauvres, qui n'avaient déjà pas de quoi régler le prix du péage et à petite vitesse sur leur chemin sinueux, ils ont déjà beaucoup de mal à assurer le quotidien. Pleuraient donc, puis tentaient d'alerter. Mais qui ? Papa, grand-père, ceux qui ont été désignés pour décider à notre place, ceux qui savent, ceux qui occupent des positions de toute puissance. Leur demander de faire quelque chose, d'utiliser notre confiance, les donner, les moyens mis à leur disposition, les leviers immenses dont ils bénéficient pour changer notre situation, et peut-être sauver le monde de l'inévitable qui vient. N'est-ce pas ce que font dans nos films ceux qui jouissent de super pouvoirs, sauver le monde, freiner le train meurtrier juste à temps, à la dernière seconde, faire advenir un miracle pour que la vie se poursuive un peu, alors alerter en vain au point de pleurer encore. Et enfin un matin, un petit matin, pas un grand soir, se demander s'il se trouverait dans la masse de savoir rassemblé une minuscule issue de secours, de quoi fabriquer un barrage, voire inventer un chemin nouveau. Les collapsologues s'y essayent avec plus ou moins de succès. Et du coup, dans cette thématique, alors la première dimension qu'on voulait aborder, c'est ce côté lucidité par rapport à l'effondrement. Est-ce qu'on parle de... Alors, tu as bien insisté sur l'effondrement ou un effondrement. Est-ce que pour vous, il y a plusieurs effondrements, plusieurs types? On parle beaucoup de l'effondrement écologique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont possibles? Ouais, moi, je pense qu'on doit pointer au moins 5 problématiques qui sont en parallèle. Bon, il y a la question effectivement environnementale, climatique, qui est largement documentée. Bon, je n'insisterai pas plus là-dessus parce que tout le monde est parfaitement au fait de l'aggravation de la situation. Il y a également, moi, ce que j'appelle la grande régression sur le plan démocratique. C'est-à-dire que là, on voit depuis quelques années des pays qui étaient plutôt de tradition démocratique basculer vers des régimes illibéraux, et encore, je pèse mes mots, ou de démocrature. Donc ça a bien sûr été la Russie de Poutine, c'est la Turquie d'Erdogan, c'est l'Inde de Modi, ça a été quelques années le Brésil de Bolsonaro, et puis bien évidemment, c'est les États-Unis de Trump, qui nous emmène au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Donc là, on parle d'imaginaire. Qui aurait pu penser que Donald Trump revendiquerait le Groenland? Qui aurait pu imaginer qu'il envoie ses forces spéciales arrêter un président en plein exercice qui s'appelle Maduro? Donc là, on est vraiment sorti des règles du jeu habituelles dans les relations internationales. Et là, je crois que là, il y a un deuxième effondrement possible, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite à l'action d'États qui sont des États prédateurs, impérialistes, et aujourd'hui on est retombé dans une rivalité impérialiste extrêmement grave. Parce que là, ce sont les États-Unis, il y a 4 ans, c'est l'attaque de l'Ukraine par la Russie, et on peut tout à fait imaginer que la Chine dise, puisque c'est comme ça, je préempte Taïwan, ou je m'attaque à mes petits voisins d'Asie du Sud-Est. Donc on est vraiment dans quelque chose de nouveau. Le troisième élément que je soulignerai volontiers, c'est l'explosion des inégalités et l'appauvrissement d'une grande partie de la population mondiale pendant qu'on a une toute petite minorité qui augmente de manière systématique ses dividendes et ses richesses. On a aussi, et ça c'est très bien montré par tous les instituts qui travaillent sur l'armement, on n'a jamais eu autant de budget militaire à l'échelle planétaire que depuis l'effondrement de l'URSS en 1991. Autrement dit, le danger de guerre, il est là. Voilà, tous les paramètres sont présents pour effectivement se dire il y a danger proche. Maintenant, contrairement aux collapsologues, le pire n'est jamais sûr. Et l'humanité a des capacités de résilience qui sont non négligeables. Et je pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut réfléchir. Alors, personnellement, je considère qu'effectivement, ce que disent les collapsologues, notamment sur la question environnementale,
doit être pris en considération, c'est-à-dire qu'il y a vraiment péril en la demeure, mais ça ne veut pas dire nécessairement que l'effondrement absolu va avoir lieu en 2030, comme l'écrivait il y a quelques années Yves Cochet, l'ancien ministre de l'Environnement. Jean-Pierre Dupuis dit il faut faire preuve de catastrophisme éclairé, c'est-à-dire considérer que le danger est réel, mais on a tout de même les moyens d'y faire face, ou en tout cas de se donner les moyens pour y faire face. Mais évidemment, plus le temps passe, plus la fenêtre qui peut être accordée à la résilience va être étroite. Et c'est bien là le problème. C'est que année après année, on s'aperçoit que tous les indicateurs sont passés au rouge et que nos gouvernants, en fait, ne font pas grand-chose. Je vous donnerai un seul exemple. On est un pays avec des côtes très importantes, hein, c'est plus de 3000 km de côtes. Il y a un chantier colossal qui s'annonce, qui est celui de déplacer les habitants et leurs habitations qui habitent en bord de mer. On voit tous les jours ou presque des images d'effondrement de falaises, la mer qui avance, etc. Et pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Donc, comme si, on attendait véritablement l'apocalypse pour dire oui, on se met à bouger. Alors qu'on a quand même les moyens de faire des choses au jour d'aujourd'hui. Ça me fait rebondir parce que vous parlez d'inégalité. Vous avez parlé aussi, Katie, au niveau des échanges, un peu du regard, un peu ça me fait rebondir un peu sur la notion de savoir situer, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui cette vision de l'effondrement va être la même suivant qu'on est en bas ou en haut? Est-ce qu'aujourd'hui c'est des réalités qui sont partagées? Oui, mon chapitre là que j'ai commencé à lire, je l'avais nommé l'effondrement vu d'en bas parce qu'effectivement souvent il manque certaines perspectives et quand on regarde effectivement il y a des gens qui ont déjà vécu cette fin du monde à plein d'endroits. Déjà toutes les civilisations qui ont rencontré la civilisation occidentale ont connu leur propre effondrement. Donc juste savoir qui parle, moi j'aime bien, c'est vraiment la question qui m'intéresse, qui parle, qui raconte et qu'est-ce qu'on fait de ce récit-là? Est-ce que c'est un récit qui va nous empêcher d'agir parce que ça nous annonce une certitude que c'est terminé, il n'y a plus rien à faire? Est-ce que c'est un récit qui va prendre en compte des vécus qui sont pas nécessairement pris en compte? Alors évidemment, ça s'entend que j'ai une préférence, c'est-à-dire qu'on est tous sur le même bateau. Et ce que fait très bien l'imaginaire, c'est construire des mondes en ayant une vision de système. On vit ici en France avec des frontières. Juste un petit rappel qu'elles ont été construites, ces frontières, et que quand on travaille en science-fiction et qu'on va créer un monde, on ne peut pas faire comme si il y avait des éléments complètement séparés, comme si ce qui se passe au nord n'a aucun lien avec ce qui se passe au sud. Donc c'est déjà une manière de réfléchir un petit peu différente. On a plusieurs façons de voir, il y a plusieurs manières d'être situé dans ce monde-là. Et effectivement, même sans aller ailleurs, les personnes qui dorment à la rue ont développé un certain nombre de compétences qu'on aimerait bien ne pas avoir à apprendre, mais on ne les interroge pas sur comment on s'en sort. Il y a quelque chose on redécouvre que peut-être ça peut être compliqué. Et ça me paraît toujours étrange quand on parle de ce qui se passe aujourd'hui au niveau social, au niveau économique comme étant un bug. En fait, ça fait partie du programme. Quand le programme c'est il faut faire de la croissance, il faut posséder ceci ou cela, il faut exploiter, il faut amasser plus qu'il n'en faut pour nourrir toute sa famille pendant des milliers d'années, on est dans un programme qui ne va que vers la destruction. Et en tout cas, quand on se met du point de vue de l'auteur de science-fiction qui va créer un système, on sait jouer à regarder ce que ça devient un peu plus tard et vers quoi ça mène. Et c'est pas un bug du programme. Ces personnes puissantes qui ont envie de protéger leur mode de vie, qui ont envie de protéger leur pouvoir, c'est pas un bug. Ça fait vraiment partie de ce système dont nous nous accommodons, et je me mets dans le lot tous les jours parce que il faut bien manger, il faut bien vivre, il faut bien nourrir sa famille, etc. Mais on participe à un système
dont le but n'est pas quelque chose de constructif et n'est pas quelque chose de respectueux de la planète. Comment on revient en arrière? J'en sais rien. Toute seule, je peux pas faire grand-chose. Mais en tout cas, ce qu'on essaie de faire donc avec le réseau Université de la Pluralité, c'est créer des espaces de réflexion, d'expérimentation, notamment par des ateliers d'écriture, pour aussi sensibiliser à ce que c'est un récit et comment on va reconnaître un récit qui est présenté comme étant la réalité. Voilà, c'est comme ça, et il n'y a pas d'alternative, et il n'y a pas d'autres réflexions possibles, il n'y a pas d'autres chemins possibles. Quand on fait des récits soi-même, quand on s'entraîne à en faire, on est capable de reconnaître un récit et de se dire peut-être qu'on peut en inventer un autre. C'est un peu modeste comme objectif face au chantier, je reprends le mot du titre, mais voilà, il n'y a pas une personne qui va décider, et surtout pas nous les auteurs et autrices de science-fiction. Hein. Parfois on nous demande qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir. Moi je vois rien du tout, et je pense que je serais angoissée si je voyais des choses. Mais on peut essayer de se raconter les choses autrement, on peut essayer en même temps d'agir, hein. Il ne s'agit pas non plus juste de raconter et d'attendre de voir ce qui se passe, mais en tout cas créer des espaces pour l'imagination et pour repenser les choses collectivement, laisser de la place à des discours qu'on n'entend pas nécessairement, et voilà, en tout cas dans mon asso, à notre petite échelle, on essaye aussi de jouer avec ces petits espaces-là, ces petits interstices voilà, qui ne sont pas... Voilà, l'endroit où ça se passe, hein, on n'est pas sur les télés de Bolloré, hein, on fait nos petits trucs dans notre coin, mais c'est là qu'il y a des gens et c'est là qu'on peut se remettre à réfléchir ensemble, se remettre à imaginer, à rêver, à parler de nos peurs, enfin voilà. Et donc la science-fiction plutôt comme un terrain d'expérimentation que comme une projection sur un futur moi, c'est ce qui m'intéresse et ce qui me semble à ma portée. Je n'ai aucune acquaintance avec le futur. Enfin, il est aussi indéterminé pour moi que pour vous. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors là, c'est plutôt la psy qui a tendance à dire ça. C'est cette phrase, je pense que mes patients, ils en ont marre que je leur dise, mais le pire n'est pas certain. Nous ne savons pas, c'est une bonne nouvelle. Et on va pouvoir essayer d'inventer quelque chose. Et ça, en tout cas, l'idée, c'est de contraster avec ce discours qui nous dit que tout est déjà écrit et qu'il n'y a plus rien à faire. Ça crée de l'impuissance et c'est pas hyper excitant comme projet, quoi. Et c'était un peu ma question derrière, c'est-à-dire que par rapport à tous les éléments qu'on peut voir qui nous promettent un effondrement aujourd'hui, voire on l'a peut-être dépassé, etc. Est-ce que ces inquiétudes qui sont véhiculées doivent être plutôt un moyen d'être vigilant et en fait d'agir, ou est-ce qu'on n'a pas le risque avec toutes ces discussions de rentrer dans une forme de paralysie généralisée sur lequel on bouge plus et puis on attend que ça passe? Alors, c'est effectivement le reproche qu'on peut faire et qu'on pouvait faire aux collapsologues. À force de dire que de toute façon la catastrophe est imminente, en plus avec des datations, des programmations qui sont absolument ridicules, parce que en histoire, on n'a jamais pu prévoir exactement quand arrivait un événement. Donc pour l'effondrement, j'ai envie de dire c'est la même chose. Mais à force de dire qu'il va avoir lieu, effectivement, ça a un effet de démobilisation, et en particulier pour la jeunesse, parce que si vous dites aux gens de toute façon, c'est râpé, hein, on va droit dans le mur, il n'y a plus d'échappatoire, vous n'avez plus envie de vous battre pour quoi que ce soit. Vous pouvez même avoir envie d'en profiter au maximum et de prendre 10 fois l'avion par an, perdu en vous disant, voilà, perdu pour perdu, autant que j'en profite un bon coup. Ouais. Donc ça, c'est le principal reproche que je fais aux collapsologues. C'est-à-dire que autant, comme je le disais tout à l'heure, le constat qu'ils ont pu faire, je pense à Servigne notamment, est un constat qu'on peut partager hein, sans grande difficulté. Hein, si on est honnête intellectuellement, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est après, on en fait quoi? On en fait quoi? Et c'est pour ça que là, il y a bien deux hypothèses déjà qui s'opposent. L'hypothèse de l'effondrement tel qu'il est défini par les collapsologues et l'hypothèse de la rupture avec le système capitaliste. Et c'est pas la même chose. Alors, évidemment, la rupture avec le système capitaliste, elle suppose une prise de conscience, développer des expériences sociales qui sont favorables à cette rupture plus ou moins progressive.
Hein, il ne s'agit pas du grand soir qui balayerait tout et qui constituerait quelque chose de radicalement nouveau. Mais ça nous amène quand même à reconsidérer qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour s'adapter à ce qui nous tombe dessus, parce que quelque part, si effondrement il a sans doute déjà commencé, donc il faut faire preuve d'adaptation, mais la meilleure preuve d'adaptation, c'est qu'elle soit fondée sur, on va dire, les collectifs, et donc sur un minimum de démocratie, de concertation, et ne pas laisser quelques dirigeants décider du sort de l'humanité. Et malheureusement, là, il y a aussi un vrai problème. Je pense qu'on retrouve aussi ce qui a été étudié en psychologie sociale de l'utilisation de prophéties terribles et apocalyptiques pour créer des choses, des formes de croyances. Alors, je n'ai pas réussi à retrouver, là j'étais en train de réfléchir, retrouver le nom de cette femme américaine qui avait un mouvement dans lequel elle annonçait à telle date, c'est la fin du monde. Et elle a réussi à avoir des gens qui la suivaient. La fin du monde n'a pas eu lieu. Et en fait, au lieu de se dire, ça n'a pas eu lieu, on va peut-être changer notre vision, en fait, elle est allée ailleurs, refaire la même chose et repartir, en fait, sur des choses en contradiction avec la réalité, parce que sa croyance, son besoin de croire et de donner du sens et d'avoir un sentiment de contrôle était bien plus important que l'envie d'être en cohérence avec ce qu'elle pouvait constater, et je trouve que c'est fascinant et que c'est intéressant d'avoir ça aussi en tête, de savoir que ce récit, alors je ne dis pas que Pablo Servigne était dans cette optique-là, mais ce fonctionnement-là, d'annoncer une catastrophe, ça crée un appel d'air aussi pour avoir envie d'un homme fort qui va nous guider, d'avoir envie de déléguer en fait son libre arbitre à d'autres qui sauraient mieux. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des auteurs de science-fiction qui vont devenir des gourous parce qu'on croit qu'ils ont des choses à raconter sur le futur et que eux ils y croient aussi, et on y va. Et le problème, c'est que c'est difficile de demander à une personne de dire ce qu'il faut faire. Moi, je ne veux pas qu'on me demande comment on règle les problèmes. Par contre, j'ai envie de dire, allez, on essaye quelque chose, en fait. Est-ce qu'on essaye d'imaginer quelque chose? Est-ce qu'on essaie de construire quelque chose concrètement? Et à plusieurs. Mais c'est moins héroïque. Hein, ça fait moins homme providentiel qui va venir apporter la lumière et dire... et j'ai dit homme, je n'ai pas dit femme. C'est souvent. Je l'ai bien noté. Mais ça arrive. L'exemple que j'ai pris... c'était une femme. Donc ça me fait penser à une citation d'un livre de science-fiction qui est Symphonie atomique d'Étienne Kunge, où le leitmotiv à l'arrière de Radio-Collapsologie, c'est « Soyez éco-responsables, suicidez-vous ». Voilà, ça plante un peu le décor. Voilà. Alors, on a parlé de l'effondrement et on a commencé à discuter un peu de ce qu'est la reconstruction derrière. Aujourd'hui, comment les imaginaires, y compris si on n'est pas dans le domaine de l'imaginaire, peuvent nous proposer demain des futurs qui soient pluriels, qui soient complexes et, on peut le dire aussi, inclusifs. Alors, pour moi, pluriel et inclusif, ça va ensemble. Et je trouve plus intéressant pluriel que inclusif, parce que inclusif, c'est rentrer dans un truc qui est déjà là. Or, la pluralité des manières d'être au monde, c'est déjà là. C'est la base, en fait. On n'est juste pas les mêmes. Et j'ai envie de revenir au titre de notre table ronde, qui m'a fait sourire. C'était donc la lucidité de l'effondrement et l'imaginaire de la reconstruction. Et je trouve très riche d'un verset. En se disant qu'il y a un imaginaire de la reconstruction, un imaginaire de l'effondrement, qui va avoir des effets, puisque c'est une manière de raconter le monde, c'est une manière de sélectionner des éléments et de les mettre ensemble pour dire quelque chose, avec des éléments scientifiques, mais tout de même, il y a des choix qui sont faits, et que finalement, la lucidité de la reconstruction, et je trouve ça intéressant. Souvent, alors ça se produit moins, mais il y a 2 ans, je pense qu'il y avait c'était la mode des récits, des nouveaux récits, des futurs désirables, etc., etc. Donc on me demandait d'intervenir et une des questions sous-entendait qu'il fallait inventer de belles histoires
de futur pour que les gens aient envie de changer, parce que s'il n'y a pas d'histoire, on fait rien. Donc j'ai commencé par répondre doucement à cette question-là et j'ai fini par me fâcher très fort en disant, moi j'appelle ça de la procrastination. Parce qu'on sait à peu près ce qu'il faut faire. Et donc si vous attendez qu'on vous fasse des récits pour savoir dans quel monde vous avez envie de vivre, je suis pas sûre que les récits, une fois qu'ils sont là, ça va mener à l'action. On ne peut pas choisir de faire des récits. Alors nous, on fait des petits ateliers d'écriture pour changer le monde. Par contre, on ne va pas en manif. Enfin, il y a un truc aussi où c'est pas l'action ou la créativité. Bien sûr, c'est intéressant de pouvoir se projeter dans des histoires. Mais enfin, les histoires, elles racontent le monde. C'est pas de la fuite. On a souvent accusé la science-fiction et la littérature de l'imaginaire en général d'escapisme. On ne veut pas vivre la réalité telle qu'elle est, donc on va se réfugier dans des mondes imaginaires et puis advienne que pourra. Or, on le sait que les histoires, même quand on les place dans 3000 ans, elles se nourrissent de notre vécu actuel, elles se nourrissent de nos envies, de nos peurs, de choses qui sont vraiment en lien avec ce qu'on vit. Et si elles peuvent nous aider à nous mettre en action, pourquoi pas? Mais voilà, ce discours de non, mais on a besoin de nouveaux récits avant de commencer à se mettre en action et à prendre des décisions. Enfin, voilà, je vais de nouveau me fâcher, donc j'arrête. J'aime bien dire que les littératures de science-fiction et d'imaginaire au sens général sont des littératures qui nous permettent de faire le pas de côté, qui nous permettent de regarder le monde sous un angle qu'on n'avait pas forcément. Et vous, votre regard par rapport à ça? Je pense qu'il faut faire la part des choses entre ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle ou des groupes restreints. Et c'est vrai que globalement, les individus, les familles font beaucoup d'efforts au sens où ils ont changé leur façon de se comporter au quotidien. Ils font du recyclage, ils prennent le vélo. Ils regardent passer le jet privé. Voilà, c'est ça. Et ils font attention à ne pas mettre le chauffage trop fort, etc. Et pas que pour des raisons pécuniaires. Mais je pense que François Gémen, un des rapporteurs du GIEC, il dit ça. Il dit, si on fait tous des efforts à notre échelle, on résout 50% du problème. Ça veut dire qu'il reste 50% qui reste. Et c'est quoi? C'est des choses qui relèvent véritablement du politique, c'est-à-dire de décisions qui doivent se prendre à l'échelle macro, au plan national, au plan européen, au plan mondial. Et là, du coup, l'action politique a du sens. Parce que si au quotidien, on peut chacun faire des efforts, et je pense que globalement, on les fait, très majoritairement, il faut aussi qu'il y ait un minimum d'engagement pour dire, vous, constructeurs automobiles, arrêtez de construire des SUV qui polluent, qui demandent énormément de matériaux. Voilà, c'est des questions là qui relèvent bien du politique, parce que qui est-ce qui peut interdire de faire construire des SUV si ce n'est l'Assemblée nationale en France ou le Parlement européen? Et là, on voit qu'il y a un écart considérable. Autrement dit, nos dirigeants, au plan national ou au plan régional, n'ont pas vraiment pris la mesure de la gravité de la situation. J'aimerais bien dire quelque chose sur les petits gestes. Il n'y a pas très longtemps, je disais régulièrement, non mais finalement c'est n'importe quoi, ça sert à rien, puisque tant qu'il y aura les entreprises qui vont polluer massivement, ça n'a aucun sens. Puis j'ai un tout petit peu changé d'avis en me disant qu'en continuant à faire nos petits gestes, on reste quand même connecté à la difficulté qu'on est en train de vivre globalement. Et peut-être que ces sacrifices qu'on fait dans notre vie au quotidien vont aussi nous donner la force de réclamer que nos dirigeants nous suivent sur cet effort-là, nous permettent de garder la conscience qu'il se passe des choses graves et que donc oui, ça sert encore à quelque chose d'encourager les petits gestes non, mais je contestais pas l'utilité des petits gestes. Non, je discute avec moi d'avant. Moi d'avant qui disait non mais... Cathy, de temps en temps, parle avec elle-même dans le passé. C'est une particularité en SF. On est pas mal, ouais. Donc maintenant, on est d'accord à peu près là-dessus. On va trouver un autre conflit.
Excusez-moi. Et globalement, aujourd'hui, quelles sont les limites à cette reconstruction? Est-ce qu'on a des limites technologiques, de ressources, ou même des limites culturelles peut-être? Il y a des verrouillages psychologiques qu'on peut trouver chez certains dirigeants d'entreprise qui considèrent qu'il vaut mieux continuer à investir dans des choses qui ont marché jusque-là et qui rapportent, plutôt que de prendre quelques risques. Et ça, c'est un vrai sujet. Je parlais des constructeurs automobiles. On pourrait dire que ceux qui sont à la tête de sociétés minières qui continuent à exploiter les sous-sols sans réfléchir sur ce que ça produit. Je pense que c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi parce qu'ils sont dans l'incapacité d'envisager autre chose. Donc là, oui, il y a un vrai blocage en quelque sorte. Mais après, c'est aussi là aux populations de faire pression, d'agir sur leur gouvernement, sur les responsables des communes. On voit bien une ville comme Le Mans, elle a profondément changé sur le plan urbanistique. Le tramway a fait son trajet. Il va y avoir des chronolignes. Tout ça est très bien. S'il y a changement de municipalité, qu'est-ce qui se passera après? Enfin, on est quelque part en partie maître aussi de toutes ces questions-là. Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure des dictateurs actuels, ils sont tous climato-sceptiques quand même. Trump l'est. Moi qui vais souvent en Inde pour des raisons familiales, Modi se moque littéralement des problèmes de pollution alors qu'il a une grande partie de sa population qui vit dans des conditions infernales à cause de la pollution. Poutine, n'en parlons pas. Il faudra qu'on fasse quand même le bilan sur le plan environnemental de cette guerre qui dure depuis 4 ans. Parce que ce qu'il envoie avec ses missiles, c'est chargé d'uranium, c'est chargé de plein de choses. Et cette pollution, elle va être durable. Donc, voilà, je ne voudrais pas trop plomber la soirée. En tout cas, pour revenir sur la question des récits, il y a quand même cette idée que... on a voulu avoir le grand récit collectif qui allait tout changer. Et en fait, on sait que ça ne marche pas. Un grand récit qui va s'imposer et du coup, on va tous changer. Et il y a une tendance à vouloir refaire ça. Je parlais tout à l'heure des futurs désirables. En fait, je dis futurs désirables, je sais que vous imaginez un certain nombre de choses. Sauf que ça ne vient pas chercher les personnes sur leur quotidien. C'est-à-dire que quand je dois faire mes courses, que j'ai le choix entre un produit qui coûte tant, mais qui n'est pas forcément respectueux de l'environnement, des conditions de travail des gens, et quand je compare avec un autre produit, mais qui est beaucoup plus cher, enfin, il y a une espèce de sanction à vouloir bien faire, et donc il y a des ménages qui sont capables de faire cet arbitrage-là, et d'autres pour lesquels, c'est pas le moment. Et le choc qu'il peut y avoir entre ce quotidien et presque une injonction à se projeter dans quelque chose qui n'est pas très concret et qui n'est pas forcément rendu intéressant parce que, voilà, il y a des besoins qui sont réels ou créés, qui sont là. Il y a tout un monde, je pense à l'audiovisuel, la publicité, etc. Les choix qu'on a fait collectivement sont pas très clairs, en fait. Il y a quelques personnes dans des endroits particuliers qui vont prôner un mode de vie avec presque l'envie de l'imposer à d'autres. Et on m'a demandé d'ailleurs plusieurs fois de faire des récits pour rendre désirable ce mode de vie et que les gens viennent. Alors l'idée, c'est peut-être pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais peut-être de se remettre à parler aux personnes, en fait. De pas considérer que les gens ont rien à dire, que les gens, ou ils sont bêtes, ou ils sont je sais pas quoi. Enfin voilà, une espèce de mépris qu'il peut y avoir pour ce qu'on appelle les gens. Donc on leur parle pas et puis on leur explique qu'ils font pas ce qu'il faut, qu'il faudrait manger bio et qu'il faudrait faire ci, qu'il faudrait faire ça. Et en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on parle de démocratie, c'est le peuple à la base. Donc comment on reprend contact tous ensemble? Comment on repense les modèles et comment on se donne du temps pour faire ça? Comment on se donne du temps et de l'espace pour se remettre
à discuter ensemble, pour se remettre à imaginer d'autres choses et se demander ce qu'on veut vraiment. Là, il y a une espèce de course à, il faut faire vite, on est épuisé parce qu'on travaille et qu'on est usé du travail, donc on n'a pas le temps. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir partir en low cost, en voyage et revenir et recommencer à travailler. Et c'est sûr que ça ne crée pas des endroits, ça ne crée pas des espaces pour refaire du collectif. Dans les organisations du travail, il n'y a pas trop d'espace non plus pour faire du collectif, parce que ça serait quand même pénible que les gens se mettent ensemble et qu'ils parlent et qu'ils demandent des changements. Mais on a testé la version sans se donner du temps pour réfléchir. Je pense qu'il serait temps qu'on essaye de tester avec. Et comment on fait on commence autour de soi, et puis on en parle, et puis on essaye, et voilà. Et du coup, aujourd'hui, parce qu'on parle du travail, je sais que tu as contribué aussi à Demain le travail aux éditions de La Volte, et d'un point de vue social, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, nos méthodes de travail, elles nous permettent d'envisager cette reconstruction, ou est-ce que finalement, c'est un frein dans notre gestion à l'autre et dans notre gestion au quotidien? Bonne question. Ouais, bonne question. Ouais. Pour moi, ça va avec l'ensemble. C'est-à-dire, quelles sont nos priorités? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Pendant le Covid, on a testé... le télétravail. Ouais, pas que. On a aussi testé qu'est-ce que c'est les activités essentielles et quelles sont les activités pas essentielles. On a même imaginé un monde d'après, pas longtemps. Mais je trouve que c'est une expérience. Je trouve que c'est intéressant d'y revenir. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment on s'est senti d'avoir du temps qu'on pouvait gérer autrement? Comment on s'est senti de se poser la question de moi je suis essentielle ou pas? Est-ce que le monde s'arrête si mon travail à moi n'est pas fait? Enfin, ce genre de moments, nous on aime bien, quand on écrit de la science-fiction, le post-apo. On casse tout et on voit ce qu'on arrive à reconstruire. C'était presque du post-apo. C'est presque un moment où on pouvait se demander, ok, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie d'imaginer? Alors, je crois que tout le monde voulait faire du pain. Et de la bière. Et je connais des gens qui ont gardé leur levain de l'époque. Donc, comme quoi, ce levain-là qu'on a expérimenté au niveau organisation sociale, qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'on va juste garder ce souvenir de on pouvait pas voir nos amis? Est-ce qu'on va garder ce souvenir de on se faisait des autorisations de sortie tout seul? Voilà, il y a des choses qui nous restent, mais cette expérimentation-là on va pas travailler. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a envie de plus lire? Est-ce qu'on a envie de se reposer des questions? Est-ce qu'on a envie... Alors, il y a eu beaucoup de divorces, d'ailleurs, à cette époque-là. Des gens qui se sont retrouvés coincés avec des personnes qui ne voyaient plus parce que chacun travaillait. Ou des gens qui se sont rendus compte que, est-ce que j'ai envie de faire ce genre de compromis? Donc, il y a eu des choses qui se sont passées à cette époque, cette petite période-là. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir vécu ça. Pour ce côté, ok, si on efface tout et qu'on se dit, on recommence, quel imaginaire nous vient? Quel imaginaire ressort? Il y a des personnes qui se souviennent qu'on entendait de nouveau les oiseaux. Je trouve ça super, en fait. C'était pas si long, on entendait de nouveau les oiseaux. Et du coup, j'ai une question, parce qu'effectivement, je n'avais pas abordé le Covid, donc on a vécu un petit post-apo tranquillou chez nous. D'un point de vue travail, ça a été un choc violent pour les entreprises qui ont dû imaginer d'autres façons de travailler. Malgré tout, et ça rebondit aussi sur ce que tu dis, aujourd'hui, la tendance est au retour au bureau, comme ils appellent ça, dans un certain nombre de grands groupes. Une des premières entreprises, quand même, à avoir décidé de retourner au bureau, c'est Zoom. Voilà, ça plante un peu le décor. Qu'est-ce que ça veut dire de notre organisation sociale? Fondamentalement, assez peu de démocratie dans le monde du travail. Parce que finalement, au départ, le télétravail, il s'est imposé par le contexte que vous évoquiez à l'instant, parce que les directions d'entreprise ou des grands établissements publics l'ont imposé aux salariés. Puis effectivement, plusieurs années après, ils se rendent compte que le télétravail, c'est embêtant parce que on n'arrive pas très bien à contrôler les salariés. Ils font un peu ce qu'ils veulent quand ils sont en télétravail. Donc il y a une volonté de reprendre la main en les contrôlant davantage. Et pour les contrôler davantage, le mieux, c'est qu'ils reviennent au bureau ou là où ils travaillaient avant.
Donc, fondamentalement, ils n'ont pas eu la possibilité de dire ce dont ils avaient besoin pour faire correctement leur travail. Sans compter le fait que il y a quand même eu un effet, alors inattendu, mais enfin inattendu pour peut-être les directions, mais pas pour les sociologues qui travaillent sur le travail. C'est que ça a participé aussi à une atomisation des salariés, c'est-à-dire que il y a eu moins de contacts entre eux. Quand ils échangeaient, il fallait passer par le mail. C'était plus on règle des choses à la machine à café ou en se croisant dans le couloir. Et donc ça a participé en fait au sentiment de solitude chez pas mal de salariés qui s'en sont rapidement plaints de plus voir leurs collègues ou pas suffisamment. Donc il y a tout ça, et je pense qu'effectivement ça rejoint quand même toujours cette question, comment on organise le travail et qui décide de l'organisation du travail. Et force est de constater que il y a quand même dans beaucoup d'endroits où on ne donne pas de possibilité d'expression aux salariés pour décider un minimum de comment ils vont travailler. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Je travaille à l'université, et je crois bien connaître comment ça fonctionne. Il y a bien des espaces là de dialogue sur l'organisation du travail, etc. Mais peut mieux faire. C'est-à-dire qu'il y a aussi encore des marges de progrès en la matière. Pour situer un peu cette histoire du retour au travail, il y a, je voudrais pas me tromper, mais je crois que c'est Capgemini, parce qu'ils accumulent un peu en ce moment leurs problèmes, qui a considéré que les personnes devaient revenir au bureau pour celles qui décident de rester en télétravail, et c'est un choix. Ok, mais elles n'ont pas de progression dans l'organisation. Voilà. Donc c'est un choix. C'est ça. Et on a eu beaucoup d'échanges autour, avant de vous laisser poser quelques questions aussi, parce que je suis sûr que vous en avez plein. On a beaucoup de sujets qui tournent autour en fait de l'individualité versus le collectif. Alors j'ai bien compris qu'en termes d'autrice de SF, tu vas pas me dire on a la recette pour trouver. Quels sont les leviers qu'on pourrait avoir peut-être pour passer d'un mode où on se dit je vais devoir survivre à une création finalement d'un commun qui serait un peu différent. Tu as parlé d'action locale. Quels sont les leviers qu'on peut avoir aujourd'hui pour créer cette dynamique ? Globalement, quand même, il y a, depuis les 30 dernières années, beaucoup d'individus qui se sont regroupés ou qui se sont investis dans des structures alors associatives, collectives, peu importe le nom qu'on lui donne, peu importe le statut, pour prendre un petit peu quand même les choses en main. Donc c'est dans le cadre de la défense d'un site, c'est dans le cadre d'une production en cycle court. Il y a plein comme ça d'investissements où les gens se retrouvent pour quand même décider de ce qu'ils veulent manger, de voir comment tel produit peut être fabriqué. Donc ça demande qu'à se généraliser. Mais ça existe déjà, on part pas de rien. C'est le sentiment que j'ai aujourd'hui, qu'on est un peu, on est au milieu du gué. C'est-à-dire qu'il y a déjà plein d'expériences sociales qui émergent, pas qu'en France d'ailleurs, il y a des choses dans plein de pays, mais on a aussi l'impression que ça va pas assez vite, ou que c'est pas suffisant par rapport aux problèmes qu'on évoquait tout à l'heure dans la première partie de la discussion. C'est-à-dire cette catastrophe ou cet effondrement possible. Moi, il y a quelque chose du problème de l'échelle. En fait, on a accès à des informations mondiales qui nous laissent dans une impuissance parce qu'on se dit qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour sauver le monde? Rien, je pense. Mais quand on regarde, en fait, quand on réduit à une échelle qui est un peu plus adaptée à notre psychologie, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont possibles. Et les choses possibles, ça peut être un book club, un club de lecture où les gens se retrouvent autour de livres qu'ils ont envie de lire, rien que ça, en fait. Et ça, il me semble qu'il y en a de plus en plus ces dernières années. J'ai l'impression que
ça revient, cette envie de faire des clubs de tout et n'importe quoi. D'ailleurs, je précise, il y en a un samedi, ici même à 14h. Je dis ça, je dis rien. Et être avec les autres comme s'il y avait, à côté de cette habitude d'être chacun chez soi, à interagir sur un réseau social, qu'il y avait quand même aussi le mouvement de comment je retrouve les autres, comment je vais faire du bénévolat dans une AMAP, et donc se poser la question de comment on se nourrit et comment on s'organise. Et voilà, des groupes, des associations. Et puis je parlais de ce qu'on fait, nous, avec le réseau Université de la Pluralité. On fait des ateliers d'écriture et on essaye en fait de proposer des ateliers à des personnes à qui on n'en propose pas habituellement. Donc on a fait un projet qui s'appelle Citadins, Citadines, où on est allé inviter des personnes à imaginer, donc en les accompagnant en termes de méthodologie et en les soutenant en fait dans leur propre expression sur le futur de leur ville. Donc quand on est allé à Noisy-le-Sec, on a travaillé avec une association qui accompagne les gens dans l'insertion en fait sociale. Et ce ne sont pas ces personnes à qui on demande d'imaginer l'avenir de leur ville. Jamais on leur demande ça, parce que y a d'autres priorités. Oui, mais ces personnes habitent dans cette ville et ont un regard et ont quelque chose à apporter de plus que la personne dans la commune dont c'est le travail de faire un peu de prospective pour imaginer ce qui va se passer. Et ça, je trouve que c'est quand même un premier pas de se demander ce que les autres ont à dire. Moi, je travaille avec des personnes âgées. J'ai testé là cette année, donc je fais des ateliers d'écriture thérapeutique et il me restait des séances où on avait fait le programme prévu, donc j'ai fait une séance d'écriture d'anticipation avec mes patients. J'en fais plein avec toutes sortes de personnes et souvent on dit oui mais bon la dame elle a 89 ans, le futur ça l'intéresse pas, elle va mourir, elle a rien à dire, mais qu'est-ce qu'on fait de son expérience, qu'est-ce qu'on fait de son vécu, qu'est-ce qu'on fait de son expérience d'avoir connu énormément de changements, et pourquoi on n'en profite pas en fait, pourquoi on se dit les gens dans les EHPAD ils ont rien à dire, si, ils ont des choses à nous dire en fait. Donc j'ai testé, alors ça a fait des histoires fort intéressantes, on a eu des micro-utopies on a vu des choses mais une expression d'angoisse aussi, et moi, je plaide pour qu'on ne fasse pas des ateliers en disant on va écrire des futurs positifs, parce que quand on dit ça, on a déjà l'histoire et on ne se donne pas les moyens de voir ce qu'il peut y avoir comme désir derrière une peur, en fait. J'ai peur de mourir, c'est parce que j'ai envie de vivre. Donc, comment on tourne avec ça et comment on fait une histoire avec ça? Donc, pour ce qui est de la narration, en tout cas, ça marche. Pour ce qui est de vivre mieux, je sais pas, j'ai pas assez de recul, mais en tout cas, ça crée des moments, des petites bulles dans lesquelles on se pose et on essaye autre chose et on se rappelle qu'on a de l'imagination, on se rappelle que tout n'est pas donné et que on a peut-être son mot à dire. Merci beaucoup. On a réservé un petit temps pour vos questions à vous. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Je vous en prie. Je vous remercie beaucoup, c'était super intéressant. Par rapport à cette question de l'effondrement, j'ai l'impression qu'il est souvent traité par un prisme assez unique de l'effondrement du monde capitaliste et surtout occidental, du modèle occidental, à la fois patriarcal, à la fois colonialiste. Enfin, il y a tout un ensemble de ce monde-là qui s'effondrerait. Mais est-ce que justement ça voudrait impliquer l'effondrement d'autres systèmes qu'on a vécu avant ou en parallèle de ce monde capitaliste? Est-ce que c'est justement pas à travers ces systèmes qu'on a survécu à cette imposition-là? Et plutôt que d'essayer de réinventer un nouveau monde, est-ce qu'on ne peut pas juste regarder celui qui a survécu à tout ça un peu dans des poches, un peu autour, et qui du coup a déjà pas mal de solutions en fait quand on essaie de s'y plonger, qui existe encore. Oui, alors le bémol quand même, c'est qu'aujourd'hui, le mode de production capitaliste, il est mondialisé, y compris ceux qu'on appelait pays socialistes il y a quelques années encore. Ils ont quand même un mode de fonctionnement qui est de type capitaliste. Je pense à la Chine en particulier, évidemment. Après, il reste des îlots, oui, de systèmes de production pré-capitalistes qui existent un petit peu partout dans le monde, mais à l'échelle
presque microscopique désormais. On peut sans doute s'appuyer sur la richesse de ces situations, mais ça n'empêche pas qu'on puisse aussi inventer autre chose. Hein. Donc peut-être tirer parti des expériences qui ont en quelque sorte fait leurs preuves et qui ont traversé l'histoire, notamment cette capacité par exemple à l'autosuffisance dans des communes rurales où finalement on a des cultures vivrières qui permettent de vivre en autosuffisance. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait pertinent. Mais ça doit pas nous interdire de penser à d'autres formes de société. Ouais, moi, je veux bien répondre aussi. Je vous invite à lire la suite du chapitre que j'ai commencé à lire, parce que c'est un peu ce que je développe. Et puis, j'ai envie d'aller aussi plus loin pour interroger cette envie d'aller regarder ce qu'on n'a pas fini de détruire. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore? Enfin, une espèce de néocolonialisme de « Ah ok, on les a pas complètement détruits, ils ont une ressource, on va aller la prendre. Hein, on va aller voir comment ils s'en sont sortis. » pour pouvoir faire pareil. Donc, dans l'esprit, moi, ça me pose problème. Et puis, qui a survécu? Enfin, il y a plus de systèmes qui sont morts de leur rencontre avec ce capitalisme triomphant que des systèmes qui ont survécu. Peut-être on peut les laisser tranquilles maintenant. Enfin, et puis voilà, c'est pas comme s'il y avait une nature d'être différente dans le monde occidental et ailleurs. Il y avait des sociétés traditionnelles. L'Europe s'est auto-colonisée, a auto-détruit des tas de choses qui marchaient, qui se faisaient, des traditions qui ont existé, qui ont été détruites. Il en reste des traces, et puis on peut se réinventer. C'est les mêmes êtres humains, en fait. Donc il n'y a pas... eux, ils savent, eux, ils ont survécu à ce qu'on leur a fait, et donc ils vont nous apprendre. Je pense que si on revient aux valeurs qu'on a envie de faire vivre, au fond, on sait déjà un certain nombre de choses, et on peut tester, quoi. On peut tester, on sait ce qui ne marche pas, là, on est au clair sur ce qui ne marche pas, donc essayons le reste. Niels? Pour revenir sur les deux facettes que vous avez évoquées sur l'approche de la problématique globale, une vision très pessimiste, catastrophique, et une vision où on a toujours été capable de s'adapter, une question positive, constructive. Moi j'ai une fille de 16 ans, et je me pose toujours un peu la question, qu'est-ce qui va être le plus efficace à son échelle dans mon discours, dans la présentation de ce sujet-là, une vision catastrophique pour, excusez-moi l'expression, mais un coup de pied aux fesses, un choc en fait, ou se dire, t'inquiète pas, tu construiras l'avenir. Bon, ma fille, c'est un cas très intéressant, mais de manière plus générale, est-ce qu'il y a des certitudes sur une approche plus globale en politique, en communication, des choses comme ça? Est-ce qu'il vaut mieux être dans le choc émotionnel pour faire bouger les lignes? Ou voilà, la réponse est sûrement complexe. Le mot complexité me paraît le bon. Oui. J'ai écrit nuance sur ma tablette. Et j'entends aussi une envie de faire que quelque chose se passe. On a envie de certitude. On vit dans des mondes d'incertitude. On s'est raconté que des choses étaient certaines. C'est bien comme récit, mais ça aide pas à s'adapter. C'est dire qu'il faut des certitudes. Et puis, finalement, c'est nous qui avons mis les choses dans cet état-là, c'est pas elle. Donc, est-ce que c'est à elle de tout faire? Je sais pas. Et voilà, on est encore là, donc on y va tous ensemble. Mais l'approche, alors je ne sais pas qui de moi répond. Est-ce que c'est l'autrice de science-fiction? Est-ce que c'est la psychologue? Est-ce que c'est l'ancienne CPE? Je ne sais pas. Mais dialoguer. Enfin, dialoguer. On parlait de lucidité dans le titre. Raconter tout ira bien, je pense que ça tient pas très longtemps. Raconter on va tous mourir, ça tient pas très longtemps non plus, parce que on peut précipiter la fin. Mais ce qu'on disait tout à l'heure sur les petites choses à faire, sur
faire du collectif, elle fera du collectif avec les gens de sa génération, mais on peut en faire en intergénérationnel aussi. Enfin, une famille, c'est déjà un collectif. Qu'est-ce qu'on met en place comme manière de faire ensemble dans une famille? Qu'est-ce qu'on met en place dans un quartier? Qu'est-ce qu'on met en place? Quelle vision on a? Quelle envie on a? Il me semble que, oui, c'est complexe, mais c'est pas non plus... c'est pas désespéré, c'est pas... Rien n'est sûr. Et je vais le redire, c'est une bonne nouvelle. Oui, je dirais un peu la même chose. Hein. Le pire n'est jamais sûr. Par contre, il faut être conscient que la réalité, elle est ce qu'elle est. Les indicateurs sont quand même très, très clairs. Et à partir de cette réalité-là, dont on est conscient, il y a possibilité, effectivement, de penser à un avenir qui ne serait pas totalement fermé. Donc c'est ce que j'appelais tout à l'heure le catastrophisme éclairé. Et puis l'espoir, c'est pas plus cher, en fait. Considérer que... Quel désespoir. Enfin, il y a des possibles. On peut miser. Maintenant, voilà, c'est possible. Il faut les transformer assez rapidement quand même, parce que il y a des indicateurs inquiétants. Je pensais notamment à cette rivalité inter-impérialiste. Moi, aujourd'hui, c'est mon principal sujet d'inquiétude. Parce qu'à force de se frotter par puissance régionale interposée, ils vont vraiment finir par s'envoyer des choses sur la figure. C'est quand même ça aussi le grand, à mon avis, le grand sujet de l'année. Mais voilà, après, on ne peut pas dire aux jeunes... il n'y a plus rien à faire, ou tout ira bien. Enfin, je pense qu'il faut tenir un discours qui tienne les deux bouts, quoi. À la fois être précis sur la réalité du monde et en même temps dire que l'histoire, depuis des millénaires, n'a jamais été écrite d'avance. Je ajouterais juste 2 mots sur l'espoir, qui pour moi est une posture nécessaire, en fait. C'est une posture éthique, l'espoir. Il ne s'agit pas d'être dans un truc un peu béat. Parfois, on me dit, tu es trop optimiste. Mais ouais, mais il faut bien continuer. Il faut bien avancer. Et donc, voilà, être dans une recherche des endroits où c'est possible, des espaces où c'est possible, ne pas être aveuglé par le fait que tout se passe sur les réseaux sociaux. Non, tout se passe pas sur les réseaux sociaux, tout se passe pas à la télé, tout se passe pas aux endroits qu'on a décidé pour nous comme étant l'endroit où ça doit se passer. Et puis, un espoir qui donne la possibilité d'agir. Il ne s'agit pas d'attendre avec espoir que quelque chose se passe. Qu'est-ce qu'on fait ? Véronique. Oui, c'était juste à un moment donné de la discussion, vous avez dit que si à l'échelle individuelle, chacun apportait sa pierre, etc., ça devait faire à peu près 50%. Donc je ne sais pas si le pourcentage était vraiment exact, mais ça va bien se rappeler, parce qu'en fait, moi, je trouve ça énorme. C'est très bien qu'on en ait chacun avec le chemin. Certes, c'est un message très intéressant. François Gémen dit si nous faisons tout à l'échelle individuelle, comme Greta Thunberg nous le préconise, ce qui n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui quand même. Hein. Mais vous avez raison, c'est déjà une belle partie de fait ou en train de se faire. Mais il y a bien des sujets sur lesquels, à l'échelle individuelle, on n'a pas de prise. En termes d'orientation industrielle, par exemple, pour l'instant, on n'a pas de prise. En termes de politique budgétaire sur l'armement, on n'a pas de prise. Quand on fait voter une loi de programmation militaire sur plusieurs années qui va donner des milliards pour construire un porte-avions nucléaire ou que sais-je, le commun des mortels a du mal à se faire entendre. Hein. Après, si le modèle c'est Greta Thunberg, elle fait des manifs aussi. Hein. Oui, absolument. Il y a Olivier, là, je crois. Il y a un des éléments aussi en entreprise sur lequel on parle, l'exemple du tri sélectif est assez révélateur. La plupart des entreprises maintenant ont des boîtes de tri sélectif. Seulement les personnes qui ramassent les boîtes, ils ont une telle pression sur le temps qu'ils doivent passer qu'ils mettent tout dans le même endroit. C'est-à-dire que
collaborateurs, collaboratrices font l'effort de faire le tri, mais finalement, ce tri, il est perdu par la pression. L'effort n'est pas perdu et le mécanisme n'est pas perdu. Le mécanisme est là, effectivement. Tu as raison. Mais il n'a pas les effets escomptés. Quoi. Exactement. C'est pas tout à fait ça. Il y a Olivier, je crois. La participation individuelle. Et après, sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Alors, sur la participation individuelle, je vais me contenter de vous lire un texto que j'ai reçu aujourd'hui. Rappel important, le réseau 2G s'arrête définitivement à compter de fin septembre 2026. Pour continuer à passer et recevoir vos appels et SMS, pensez à changer votre téléphone 2G. Rendez-vous dès maintenant en boutique Orange. Je lis le même jour dans le même livre que la boutique Orange du centre-ville est fermée. Si vous trouvez, il faut y aller à Auchan. Est-ce que je vais pousser l'abnégation jusqu'à... Moi, je suis en retraité, donc je peux prendre le 7 et aller au Auchan par le bus. Mais je sais pas si... Ou en vélo. Donc, il faut savoir que derrière un changement de téléphone, ça veut dire de l'extraction de coltan dans l'est du Congo, dans les conditions qu'on connaît, qui passe par le Rwanda, ce pays sympathique qui exporte des minerais qui ne sont pas dans son sous-sol, avec une complicité française quand même importante. Donc voilà. Le deuxième point, c'est... Alors juste pour rebondir sur le point que vous dites déjà, il y a un sujet qui est intéressant, c'est que vous avez un téléphone qui est en 2G, alors que la 2G, ça fait bien longtemps qu'elle a été dépassée par la 3, 4, 5G. Ça veut dire que votre usage du téléphone en 2G était largement suffisant et qu'on vous impose de passer sur la 3G au minimum, qui a une consommation beaucoup plus importante énergétique. On est tous passés quasiment en 5G. La 5G est utile pour les entreprises, n'est pas utile pour la plupart du commun des mortels. Il y a tout un courant aussi qui s'appelle la low-tech qui se questionne sur les usages de ce type d'usage. Alors pour ça m'amène à rajouter un tout petit truc. C'est que dans ma vie professionnelle qui vient de s'arrêter, j'ai défendu le fait de ne pas mettre une antenne 5G dans une commune de la périphérie du Mans, et que le juge du tribunal administratif m'a expliqué que c'était l'intérêt général qui faisait qu'il fallait mettre, je sais pas, la 4, la 5, la 6G, voilà, et ce pauvre homme, je le plaignais, parce qu'il était contraint par l'état actuel de la jurisprudence à conférer ces énormités-là. Donc, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des combats à mener, même si on est minoritaire, et même si on est un contre-courant, et dans la presse aujourd'hui, il y a aussi la question des drones chez Renault. Les ouvriers de chez Renault, il faut bien qu'ils mangent au comité d'entreprise, un certain nombre de syndicats se sont abstenus. Je ne parle pas de ceux qui votent pour. Mais dans les 15 jours qui se sont passés depuis qu'on le sait, il n'y a pas eu, la société civile aurait pu se mobiliser sur cette question, oser dire et rappeler un certain nombre de choses, et surtout rappeler aux mentions que si les Russes n'étaient pas très justes quand ils visent, et donc si on fabrique des drones à l'usine Renault, la ville du Mans devient un objectif militaire. Et accessoirement, parce que j'ai lu cette histoire, elle fait écho au deuxième sujet que se prend Capgemini aujourd'hui, puisque Capgemini, au travers de leur filiale américaine, sont objectivés sur le nombre de Mexicains qui sont accompagnés à la frontière par ICE. Voilà. Ah oui. Donc ça leur a valu une belle chute dans les sujets. Bien sûr. Vous aviez une question, oui. C'était pas une question que juste, je trouvais ça intéressant de parler d'aller chercher dans les ateliers d'écriture des gens qui ne sont pas forcément déjà des écrivains. Il y a aussi une question effectivement de classe un peu politique qui est d'où on parle effectivement. Et c'est sur la question des modestes économies, je ne sais pas si c'est un truc que j'ai écouté dans un podcast de France Culture, sur la série documentaire, et c'est des personnes qui n'ont pas forcément une conscience d'être écolo, mais qui ont un mode de vie dans les petits gestes, etc., à l'échelle individuelle d'économie, mais par le besoin, et c'est ce que vous parliez entre acheter bio et acheter un bio plus cher et acheter un produit moins cher et dans de moins bonnes conditions, là c'est une espèce de vie un peu marginale et qui est souvent mal regardée. Et donc, par exemple, on fait partie qui est chasseur, qui chauffe une seule pièce de sa maison et qui du coup va couper son bois de chauffage et qui est mal vu parce que c'est pas forcément ce qu'on imagine être un individu écologique et qui serait en rapport avec l'environnement et pourtant qui utilise des savoir-faire pour mettre bien effectivement. On peut bien saisir ce dont vous parliez avec la question des sans-abri.
Oui, et je vais redire, se saisir d'eux, je pense plutôt à on est sur la même planète et on va faire ensemble. C'est pas on va aller leur piquer ce qu'il leur reste en fait. Et il y a un imaginaire comme ça, on est dans le capitalisme, hein, on va voir où est la ressource pour aller la prendre. Est-ce que le gars qui est SDF dans la rue c'est mon frère ou est-ce que c'est une ressource en fait? Voilà. Et pour moi la différence elle est claire, mais parfois j'ai du mal à la faire passer, à la faire entendre, parce que oui, on veut des moyens de faire ceci ou cela, mais les gens ne sont pas des moyens. Les savoirs expérientiels des personnes ne sont pas des moyens, et ces personnes sont des humains qui partagent la même planète que nous. Et ça demande de revoir aussi le rapport à l'autre. Et si je vais chercher un groupe de personnes en disant « on a besoin de votre savoir », parce que vous avez survécu au mal qu'on a essayé de vous faire, je trouve ça très gênant. Et pourtant, il y a cette démarche-là, d'extractivisme, y compris sur les connaissances. Et comment on repense ça dans un rapport à l'autre un peu plus respectueux, un peu plus égalitaire, quoi. Juste sur autre chose, complètement, c'était sur l'espèce de critères qui faisait qu'on était dans une forme de crise d'effondrement, et vous avez dit que, un moment, c'est juste un petit truc, mais vous parlez de la grande révolution démocratique, et qui aurait pu penser que personne, en fait, si en fait on le savait en quelque sorte, c'était un peu, si en fait on l'avait pensé, et la montée de l'extrême droite, c'est pas une surprise en fait. Je dis pas que c'est une surprise. Mais c'est dans ce qu'ils ont fait, à quel point... Non, je dis pas que c'est une surprise. C'est une vague de fond, hein, donc c'est pas une surprise. Ça fait, je veux dire, si on prend le cas français, ça fait 40 ans que le Front National, je l'appelle toujours Front National, moi. Hein. C'est un devoir de mémoire. Voilà, exactement. Je dis toujours aux personnes avec lesquelles je parle sur cette question, je leur dis, rappelez-vous, 1984, le Front National, aux élections européennes de cette année-là, fait 11%. Ça a été la stupeur. Hein. 11%. Ils sortaient des années 70, c'était un groupuscule. Hein. L'extrême droite avait du mal à dépasser les 1% aux élections. Tout d'un coup, 11%. Et puis, vous connaissez la suite, hein, ça n'a fait qu'augmenter au fil des ans. On prédit même peut-être qu'ils arriveront au pouvoir l'année prochaine. Donc voilà, c'est une longue histoire, mais cette longue histoire, elle a aussi des causes, hein, elle a des racines. Le tournant néolibéral opéré par François Mitterrand à partir de 83-84 a provoqué de la désespérance dans une bonne partie des couches dites populaires qui ont eu deux options, soit s'abstenir, ce que beaucoup ont fait, et puis il y en a une partie qui progressivement s'est laissée capter par l'extrême droite. Et ce qui s'est passé en France, en fait, s'est passé dans beaucoup de pays européens. Ce qui s'est passé aux États-Unis ces dernières années, y ressemble aussi. Parce que qui est-ce qui a voté Trump? Bien évidemment, les couches dominantes, hein, qui ont rapidement compris que Trump allait défendre leurs intérêts, mais aussi cette classe ouvrière blanche qui s'est retrouvée au chômage et qu'on a capté pour voter progressivement vers l'extrême droite en lui pointant un ennemi désigné qui était le Mexicain, le migrant colombien, etc. etc. Donc la colère qui est présente dans beaucoup de pays, finalement, elle a servi de carburant pour l'extrême droite, quel que soit finalement le pays. Hein. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne sait plus trop comment s'en dépêtrer, parce qu'on sait très bien que quand l'extrême droite arrive au pouvoir, elle n'a pas envie d'en partir. Il y a un effet cliquet. Hein. D'ailleurs, si on reprend les États-Unis, vous savez qu'aux États-Unis, le président ne peut pas faire 2 mandats. Plus de 2 mandats.
Je suis pas sûr que Trump n'envisage pas la modification via un amendement de la Constitution pour y rester. D'ailleurs, pendant les élections, il a dit clairement, votez pour moi, vous n'aurez plus besoin de voter. Exactement. J'aimerais juste quand même rajouter, il y a la colère, mais en fait, elle marche parce qu'il y a un racisme aussi qui existe. Absolument. C'est pas juste par colère que les gens décident que les autres sont pas humains, quoi. Merci beaucoup. Ah, une question encore une. Il y a encore 2 questions. 2. Je vous laisse. En fait, Alors je pose une question, ça pose pas problème. Hein, ça me travaille un peu. J'ai déjà travaillé en une petite équipe de l'école des Beaux-Arts en fait. Donc moi je suis enseignante en histoire, je suis bibliothécaire et justement on a fait une option là sur on a appelé ce qui restera, on trouve un peu toutes ces questions avec la qualité culturelle, les expositions sur l'apocalypse, sur la japonie, etc. Et moi ce qui me travaille depuis tout à l'heure dans ce que vous dites, et c'est presque plus une question pardon pour c'est qu'en fait on n'a pas tellement parlé du rapport à l'histoire, mais en fait c'est le fait que justement c'est une point de vue cyclique et effectivement la montée de l'extrême droite, je sais pas qui a pu l'imaginer, ça n'arrivera jamais. Et en fait, il y a aussi une perception du monde qui est une perception qui, à mes yeux, qui est liée à cette société capitaliste où en fait on a voulu faire croire que c'était changer le rapport au temps, alors que des crises, il y en a eu, il y a des crises économiques, des crises pétrolières, des crises, voilà, des crises en permanence. Et donc, ce que je voudrais voir, justement, peut-être pas en cherchant ailleurs, mais en cherchant en avant, et c'est pour ça que je m'intéresse plus à vous pour la question, c'est en fait la question du ressenti. C'est-à-dire que vis-à-vis du fait que nous, effectivement, on a une vision globale, mondiale, avec une surinformation soi-disant, mais qui est en fait une information qui est gérée par des dominants. Donc en fait, ça pose vraiment des questions sur cette surinformation. Et donc, historiquement, en fait, est-ce que vraiment, dans les périodes antérieures, les gens avaient davantage d'espoir? Est-ce que vraiment ils ne pensaient pas que l'effondrement du monde arriverait, soit pour question religieuse, parce que l'apocalypse arriverait, ou parce que quand il y avait une éruption volcanique, le ciel devenait noir, ils pensaient que c'était effectivement la fin du monde. Donc que ce soit en termes de croyance ou même d'échelle pour penser le monde, en fait, c'est-à-dire peu importe que ce soit à l'échelle globale ou à l'échelle locale, en fait, c'est-à-dire que les perceptions n'étaient pas les mêmes. Et donc c'est pour ça que je vous pose un peu toute la question, parce qu'en matière de psychologue et justement de romancière, en fait, c'est ce rapport à l'histoire, en fait, justement, c'est cette question de la perception du vécu dans le rapport au temps, en fait. Je sais pas, c'est pas Alors, j'entends plein de questions dans votre question, mais vous avez dit rapport au temps, donc moi ça me va, parce que c'est des choses que je travaille effectivement à la fois comme psychologue et comme écrivaine, et vous avez dit regardez en avant, et je me suis demandé si c'était le passé ou le futur que vous mettiez devant. Que vous mettez en avant ou en arrière? Enfin, du coup, C'est le passé en avant. Donc le passé devant et le futur derrière. Autrefois, on percevait le passé, en fait. Alors, autrefois, qui, où, déjà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses, de questions à se poser là-dessus. Et puis, de quel temps on parle? Est-ce qu'on parle du temps de la production? Est-ce qu'on parle du temps vécu, ressenti? Est-ce qu'on parle du temps à l'échelle d'une vie où on sait qu'on va mourir et donc on fait quelque chose de sa vie avec ça comme horizon? Pour moi, il y a vraiment beaucoup de questions. Et mon rapport au temps en tant que romancière, c'est que c'est un sujet inépuisable. Donc, je suis en train de finir un recueil sur le thème du temps. Parce que, effectivement, il me semble qu'il y a à cet endroit-là quelque chose qui nous permet de réfléchir à quel endroit je me mets et est-ce que je peux vivre les choses à plusieurs endroits en même temps. Ma conviction, c'est que oui. Et mon canal préféré de rapport au monde, c'est le récit. Donc, quel est le récit qui se met entre le monde et moi pour que je comprenne ce qui se passe? Et donc, il y en a plein qui sont possibles, il y en a qui sont faux et dangereux. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Il y en a qui ouvrent des perspectives, il y en a qui les ferment. Mais moi, mon rapport au récit, c'est pas un rapport d'historienne du tout. Surtout que j'écris de la science-fiction, donc je fais des futurs totalement imaginaires, on est d'accord. Je ne sais rien du futur non plus. C'est vraiment quelque chose de l'ordre du bricolage. Et j'ai envie de faire un éloge du bricolage, parce que la planification,
des gens ont besoin de planifier. Moi, en tant qu'écrivaine, je suis pas sûre d'avoir besoin de planifier et de décider que ça va être comme ci ou que ça va être comme ça, ni même de poser l'idée qu'il y aurait des cycles. Ça peut être dangereux aussi de se dire non, mais c'est bon, il y a des crises qui reviennent régulièrement, donc finalement, il y a qu'à attendre que ça se passe tout seul et il n'y a pas grand-chose à faire. Donc c'est vraiment pour moi cet équilibre-là qu'il faut trouver dans la prise de conscience que on n'a pas le cerveau suffisamment puissant pour comprendre la complexité du monde. Donc on a des récits qui sont des récits, soit des récits fabriqués avec rigueur par la science et qui permettent de vérifier des choses et qui vont être un peu contrôlés par la manière dont se fait la science, soit des récits qui vont être des récits un peu mythologiques, qui vont nous permettre de comprendre des choses et de retrouver un peu de pouvoir d'agir, mais il y a un équilibre à trouver. C'est pas... Voilà, il s'agit pas de poser les choses et que ça soit définitivement posé et se dire ça revient régulièrement, ça peut aussi produire des dégâts. De se dire c'est d'ailleurs un des arguments des climato-sceptiques. Il y a toujours eu des trucs, il y a toujours eu des réchauffements, donc du coup il y a rien à faire. C'est pas les humains. Et puis il y a pas de réchauffement, il fait froid. Ouais, c'est ça. Oui, regardez, il y a de la glace dans mon frigo, il n'y a pas de réchauffement. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ces récits-là? Et une des réponses qui m'intéresse, une des questions qui me donne des réponses, c'est qui raconte. Voilà. Qui raconte et pourquoi et qu'est-ce que ça produit? Et est-ce qu'il y a d'autres récits possibles? Qui n'est pas dans l'histoire? Enfin, voilà, toutes ces questions d'angle mort, c'est pas confortable. Et en tant que psychologue, je sais que mes stagiaires n'aiment pas ce que je leur fais. Je les mets dans l'inconfort en disant on ne sait pas. Et je passe mon temps à dire on ne sait pas. On n'a pas rencontré la personne, donc on ne sait pas. On n'a pas vérifié avec la personne l'hypothèse qu'on vient de faire sur ce dont elle souffre, donc on ne sait pas. C'est assez inconfortable, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre dans cet inconfort, parce qu'à chaque fois qu'on fige, on se ferme des possibilités de comprendre les choses qui bougent autour de nous. Or, on est en vie. La vie, c'est quand même du mouvement, c'est quand même des choses qui bougent. Et cette idée de vouloir être sur une certitude de ça va être comme ci et ça va être comme ça, je pense que c'est quand même un des grands périls parce qu'on ne sait pas. Je propose qu'on prenne une dernière question. Moi, c'était plus sur... C'est une question qui est très vaste, du coup, mais on parle beaucoup de post-capitalisme comme tout à l'heure, c'est ce qui a été avancé dès le début. Et on entend beaucoup aussi à la fois des constats sur ce qu'il faut faire actuellement, mais comme après concret, si on sans parler, enfin on a vu qu'il faut pas continuer de piquer aux gens qui nous oppriment, etc. Qu'est-ce qu'on envisage après peut-être? On ne sait pas. Sujet vaste, réponse courte, ça. Je pense que ouais, alors après, on peut faire l'inventaire des expériences historiques précédentes. C'est pas inintéressant hein, de regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Ce qu'on sait, c'est que quand même, quand on examine de près, par exemple, les expériences du socialisme réel, on voit bien que quand il y a plus ou peu de démocratie, ça fonctionne pas. Donc déjà, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit. Le dépassement du capitalisme, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait envisager. Une appropriation collective des moyens de production, sans faire du marxisme de bas étage, c'est quelque chose de possible. Mais à condition qu'il y ait de la démocratie. S'il n'y a pas de démocratie, on vire très rapidement vers ce qu'on a connu dans sa version la pire URSS ou dans des versions plus modérées, la Yougoslavie de Tito. Mais voilà, je pense qu'il y a un élément fondamental qui est de sauver la démocratie, qu'elle soit de type représentative, matinée de démocratie directe, et plus il y aura de démocratie directe, mieux ce sera. Mais je pense honnêtement qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la démocratie représentative.
Quand on est d'un pays de 69 millions d'habitants, on ne va pas décider tous les jours de toutes les questions. Hein, donc il faut à un moment donné faire confiance à nos élus, quitte à les révoquer s'ils se mettent à faire n'importe quoi. Donc j'ai envie de dire ça. On peut dépasser le capitalisme avec ce point d'achoppement qui est l'approfondissement de la démocratie, pas simplement sur le plan politique, donc macro, mais également l'introduisant dans le monde du travail, ce qui est quand même pas le cas aujourd'hui, hein, même s'il y a des institutions représentatives du personnel, mais fondamentalement, les salariés ne choisissent pas leur organisation du travail, ne choisissent pas quels produits on fabrique, pour quelle utilité sociale, et en dernière instance, ils ne choisissent pas comment on répartit la richesse créée par leur activité. Donc, il y a un beau chantier là quand même, me semble-t-il. Merci beaucoup Jean-Philippe Eketi. Je vous invite à lire Jean-Philippe vers la République autoritaire et quel défi pour la gauche, et Eketi dont la refonte de l'Évangile selon Myriam paraît dans une semaine, le nouvel Évangile de Myriam. Et je vous invite aussi fortement à lire Le futur au pluriel, qui m'a appris beaucoup de choses de mon côté. C'était un plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Je remercie encore Véronique, côté bibliothèque universitaire, pour l'accueil. Je remercie aussi la Fondation de l'Université du Mans pour leur soutien dans l'organisation de l'événement. Et il y a d'autres événements qui arrivent. Demain, vous pouvez voir à la médiathèque Catherine Dufour à 18h. C'est aussi un élément à pas manquer. Et on se retrouve pour ceux et celles qui veulent parler vraiment purement de science-fiction, ici même à 14h samedi, pour un club de lecture un peu plus rigolo, puisqu'on a choisi le thème du nouvel espoir. Voilà, le mot de la fin, ça sera l'espoir. Ouais. Merci beaucoup.